Si le chef du gouvernement cède aux propositions des ministères de l'enseignement supérieur et celui de la fonction publique et de la réforme administrative, eh bien, les étudiants qui seront admis dès 2023 à l'ENS et à l'ENSET n'auront plus la garantie d'être systématiquement intégrés à la fonction publique. C'est une proposition qui fait débat et cette question est au cœur de cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous dominical, le recap de la semaine en 52 minutes. Le professeur Jean-Paul Biya, journaliste universitaire, conseiller technique numéro 1 au ministère de l'Enseignement supérieur au Cameroun. Il est notre invité. Professeur, bonjour, bienvenue. Merci Monique, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, votre département ministériel fait le chou gras de la presse depuis que la proposition mentionnée plus haut a été portée à l'appréciation du Premier ministère. D'entrée de jeu, quelle est la finalité de cet acte conjoint? C'est une réponse à une demande du gouvernement de la République pour se prononcer sur un problème de plus en plus lancinant, à savoir jusqu'à quand devra-t-on continuer à former les étudiants et à les intégrer immédiatement. Donc l'État de plus en plus en est préoccupé. Alors là, les deux ministres ont été notamment interpellés et à la suite d'une réunion conjointe, ils ont donc publié le communiqué que nous avons tous lu et dont on a connaissance aujourd'hui dans la profondeur. La lecture de cette correspondance par les soins de Delphine Foncouteni. Aucune décision n'est encore prise au sujet de cette intégration automatique à la fonction publique. Il s'agit juste de propositions des ministres de l'enseignement supérieur et de la fonction publique à leur haute hiérarchie. Les deux membres du gouvernement suggèrent que les étudiants qui seront admis en 2022 dans les 8 ENS et INSECT bénéficient aussi d'une intégration à la fonction publique, d'où la date 2023 qui a trait à l'application éventuelle des mesures suggérées. Les étudiants actuellement en formation dans les 8 écoles normales supérieures et écoles normales supérieures d'enseignement technique ne sont pas ciblés par cette correspondance signée du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. La sortie visée par les mesures suggérées aurait donc lieu respectivement en 2026 et 2025, date auxquelles les lauréats seraient, le cas échéant, soumis aux divers concours d'intégration si la proposition MINSUP-MINFOPRA est agréée par la hiérarchie. La fonction publique souhaite s'arrimer à la réglementation. Ainsi, une situation de facto, recrutement automatique des diplômés des grandes écoles, en l'occurrence, les lauréats des 8 ENS et INSET, glisserait vers une normalisation des jures, recrutement des 10 lauréats par un concours d'intégration à la fonction publique, comme l'exige la réglementation. Ces suggestions, si validées par le Premier ministre chef du gouvernement, s'inscriront dans la continuité de ce qui a commencé il y a quelques années déjà, avec l'organisation des concours d'intégration à la fonction publique pour les diplômés en agronomie, communication et autres, médecine. Eh bien, professeur Jean-Paul Biya, qu'est-ce que le concours d'intégration va changer? 3 éléments essentiels. Oui. C'est-à-dire la première information que véhiculent les deux membres du gouvernement est la suivante. Il faut déjà redéfinir chaque ministère dans sa fonction régalienne. Oui. Le ministère de l'Enseignement supérieur a pour mandat, a pour mission de former les hauts cadres et les mettre à la disposition de l'administration centrale. Et de 2, maintenant, de créer des espaces d'incubation d'entreprises où on pourra incuber des étudiants ou plutôt les former à la création des entreprises et à pouvoir diriger les entreprises. Donc, on s'achemine vers l'auto-emploi. Oui. C'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est de mettre déjà un terme à cette immédiateté, c'est-à-dire qui consistait notamment à passer un concours pour 2 modules. On est formé et on est intégré pour permettre donc au ministère de la fonction publique de jouer pleinement dans son intégralité, pour reprendre le mot de M. le ministre d'État Jacques Famdongo, dans son intégralité de jouir notamment de ses prérogatives régaliennes décidées par le chef de l'État, à savoir intégrer les personnels formés dans les grandes écoles et dans les facultés. Et puis, 3e point maintenant, clarifier maintenant par une feuille de route très simple, c'est-à-dire ce que le gouvernement a défini, à savoir que chaque ministère a un domaine bien précis et pour qu'il n'y ait plus chevauchement. Parce que très souvent, c'est ce chevauchement qui était à l'origine des très longues procédures d'intégration. Et de 2, maintenant, il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait, la sortie des 2 membres du gouvernement rentre dans le prolongement de la stratégie nationale pour le développement, la SND 30,
qui est adossée sur 2 modules, la professionnalisation et l'employabilité. La vision présidentielle maintenant consiste à amener le jeune étudiant à s'auto-employer. Et quand on regarde les statistiques à l'enseignement supérieur maintenant, on est déjà à plus de 10% de jeunes qui sortent des écoles technologiques et qui créent des emplois. Et de 2 maintenant, les centres d'incubation d'entreprises mis en place dans les universités publiques et privées, il y en a 25 à ce jour, commencent déjà à porter les premiers fruits. C'est le cas de l'université de Chang, qui, à partir de son centre d'incubation d'entreprise, a déjà pu mettre sur pied près de 25 sociétés. À partir du centre d'incubation, on a 25 entreprises déjà à ce jour et près de 300 emplois ont été générés. Alors, j'ai reçu le mandat de M. le ministre d'État il y a à peu près 2 semaines de faire déjà l'état des lieux afin de pouvoir informer donc l'opinion publique, évidemment, le chef de l'État. Et les enseignants qui nous regardent, les futurs candidats à l'ENS et à l'ENSET, ils ont envie de se demander quel est le problème de fond qu'on veut résoudre. La vision présidentielle maintenant, c'est d'autonomiser les jeunes étudiants, de ne plus attendre la fonction publique. Par exemple, quand le président choisit de doter les étudiants de 500 000 ordinateurs, 500 000 ordinateurs s'inscrivent dans un paradigme de un étudiant, un ordinateur, une connexion, évidemment un emploi. La grogne OTS ne s'est pas arrêtée. Le gouvernement essaie tant bien que mal d'éteindre, de refroidir les cendres de ces revendications sans précédent portées par le corps enseignant. Et hop, l'opinion apprend que 2 ministères proposent que ces enseignants ou les futurs enseignants ne soient plus systématiquement intégrés à la fonction publique dans un contexte de crise. On a envie de vous demander pourquoi maintenant? Quelle est l'opportunité? Bon, je pense qu'ici, en fait, la question elle mérite d'être posée, mais je pense qu'ici, il faut simplement regarder la vision du gouvernement. Où va le gouvernement? Est-ce que les gens sont conscients des efforts que fait le gouvernement? D'abord, les efforts de sécuriser 475 000 km². Des efforts, par exemple, de subventionner le litre d'essence à la pompe. Quand vous allez à la pompe, vous garez votre véhicule pour obtenir du carburant. Oui. 1 litre d'essence reçoit 200 francs de subvention de l'État. Il y a plusieurs niveaux. Deuxième chose maintenant, quelle est l'université au monde où on paye 50 000 francs par mois? Madame Naossi, combien d'universités au monde on paye 50 000 francs comme scolarité? Dans un contexte où l'économie de l'éducation demande qu'on paye 650 000. Une école technologique, c'est 1 500 000. En France, c'est pratiquement 15 millions. Aux États-Unis, 25 millions de francs CFA. Donc, il y a déjà la première chose maintenant. La deuxième chose maintenant, l'État prépare déjà les jeunes formés à s'auto-employer pour gagner décemment leur vie. C'est ça le débat aujourd'hui. C'est un changement de paradigme. On ne forme plus seulement des gens qu'on va recruter. Parce que le ministère de la fonction publique doit pouvoir organiser des concours et que les brillants, les meilleurs vont passer ce concours et pourront avoir un accès à l'emploi. On n'a pas arrêté le recrutement dans la fonction publique. On a simplement déplacé le curseur du ministère de l'Enseignement supérieur vers le ministère de la fonction publique, qui va désormais jouer pleinement son rôle. À savoir, je suis un ministère qui organise les concours de recrutement de tout le personnel formé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et là, il n'y a plus chevauchement entre les 2 ministères. C'est simplement de ça qu'il s'agit. Pourquoi seulement l'enseignant? Pourquoi pas l'EMIA? Pourquoi pas l'IRIC? Pourquoi pas l'ENAM, par exemple, aussi? Il y a des positions régaliennes qui ressortissent à la seule décision du chef de l'État et du gouvernement de la République. Parce qu'en fait, vous n'allez pas demander qu'un militaire qui est en formation policier ou un gendarme, ça c'est le domaine de la souveraineté de l'État. Ça ne se commande pas, c'est l'État qui décide de faire ceci ou de ne pas faire cela. D'où ce qu'on appelle en sciences politiques l'action publique. C'est ce que l'État choisit de faire ou de ne pas faire. C'est depuis l'an 2000, justement, qu'on est entré dans cette forme de contractualisation des corps de métier au Cameroun, les nièges, on a vu le domaine de la santé, la communication. Aujourd'hui, on parle de l'enseignement secondaire. Est-ce qu'on ne va pas vers une forme de privatisation de la fonction publique au Cameroun? On n'en est pas encore là, Madame Naossi. Mais je pense qu'ici, bon, tout le monde a tendance à comparer tout à l'ENAM et à l'EMIA et à l'école de police et à l'école de gendarmerie. On n'a pas arrêté les intégrations au Cameroun. On peut se comprendre là-dessus. Bien entendu. Donc ce n'est pas une privatisation. Parce qu'on veut dire maintenant que le jeune qui sort d'une école de formation se met à chercher un emploi n'importe où dans le secteur privé à gauche et à droite. Nous sommes encore dans le dispositif de la fonction publique qui continue de recevoir les étudiants et le nombre de places est limité, est précisé par le Premier ministre, chef de gouvernement. C'est lui qui limite le nombre de places. Par exemple, actuellement, nous sommes déjà à 1000 étudiants dans les écoles normales supérieures, c'est-à-dire 125 par école normale supérieure, les 8 écoles normales supérieures. Dès qu'ils terminent leur formation... J'aimerais placer un mot, vous allez continuer, professeur Jean-Paul Biya. L'accès à la fonction publique désormais, si la proposition est acceptée, sera assujetti
à un concours d'intégration. Voilà, c'est ça. Ça suppose qu'il y a un quota qui est arrêté. Bien entendu. Il y a des élèves qui sortiront de cette école, qui ne seront pas recrutés par la fonction publique. Ils vont se débrouiller certainement ailleurs. Qu'est-ce que l'État pense faire pour accompagner cet autre lot de citoyens camerounais formés par ces soins, mais qui vont aller croupir dans des salaires de misère, dans des collèges privés et autres? L'université aujourd'hui est dans un changement de mode de formation. Ce qu'on peut appeler en termes savants un changement de paradigme. C'est-à-dire quoi concrètement? On ne forme plus seulement un étudiant pour un bureau. On forme également un étudiant aujourd'hui dans un contexte de mutualisation des compétences pour pouvoir créer une entreprise, monter Si nous une restons entreprise. sur le cas de l'ENS et de l'INSET, les enseignants qui seront formés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Des étudiants de l'INSET, je prends le cas de l'INSET de Douala par exemple. Il y a des topographes qui sortent de Douala, il y a des géomètres qui sortent de Douala, qui montent des structures et qui gagnent de l'argent, qui se mettent sur le marché de l'emploi. Nous sortons d'un séminaire de l'AUF pendant 3 jours à Douala. Ce n'est pas essentiellement des enseignants qui Ils sortent sont de enseignants, l'ENS. mais enseignants techniciens déjà dans leur domaine quand même, pour ce qui est de l'INSET ou encore de l'ESSEC ou encore de l'IUT. L'IUT de Douala fabrique déjà tout pratiquement là. Et ceux le de professeur l'ENS? Jacques Etam est dans ses laboratoires, dans les Fab Labs, les laboratoires numériques, montrent déjà plusieurs qualités, plusieurs variétés. Les généralistes de l'ENS, par exemple? En revanche, maintenant, peuvent monter des laboratoires linguistiques, par exemple. Vous avez la formation, par exemple, des humanités numériques. C'est dans les laboratoires, c'est en faculté des arts, lettres et sciences humaines. Une faculté des arts forme aux humanités numériques, par exemple, les dessins animés à la télévision. C'est là-bas qu'on les forme. Et la plupart gagnent beaucoup d'argent. Qui alimente Nollywood au Nigeria? C'est les gens formés dans nos facultés des arts. Il y a une faculté des arts à l'ENS de Yaoundé, à l'université de Yaoundé 1, à l'université de Marois et bientôt à l'université de Bolo, dès que les choses vont se mettre en place. Donc les jeunes qui sortent des écoles ont toutes les prédispositions, sont qualifiés à pouvoir créer des emplois. C'est ça qu'il est question. Le président a dit en 1987, pour ceux qui veulent gagner de l'argent, je leur recommande pas la fonction publique. Il a dit en 1987, on y est aujourd'hui à pieds joints, c'est-à-dire que le jeune qui est formé aujourd'hui, on s'inscrit à l'université maintenant avec 2 documents, Madame Monique. C'est-à-dire, le premier document, c'est votre baccalauréat ou votre A-level. Le second document, maintenant, c'est un projet de création d'entreprise. Et le jeune qui a 16 ans ou 17 ans, qui va s'inscrire dans une école, dans une université, rencontre déjà le centre OMDES, qui est l'Observatoire des métiers de l'enseignement supérieur OMDES, qui est basé au niveau du lycée Leclerc. Et c'est la professeure Ginette Patience-Soso, qui en est la directrice, la coordonnatrice notamment de ce joli centre, inspiré par les Français. D'où le séminaire que nous avons eu ici à Douala pendant pratiquement 4 jours, c'est-à-dire un séminaire au cours duquel l'appui de l'AUF, qui est un accompagnateur de l'enseignement supérieur, consistait à mettre en place un statut national de l'étudiant entrepreneur. C'est-à-dire l'État s'engage maintenant à accompagner tous les jeunes qui sont dans une logique de création d'emplois, de formation d'emplois. Il y a des zones à travers le Cameroun où on n'a pas d'enseignants dans les lycées. Ça, c'est connu. On parle également du ratio élèves-enseignants qui est en deçà de la norme préconisée par l'UNESCO et qu'on advient aujourd'hui à conditionner l'accès à la fonction publique par un concours. Est-ce que vous pensez, professeur Jean-Paul Biya, qu'on puisse sortir de l'auberge avec cette politique si jamais elle est acceptée? Quand il y aura des quotas, ça va s'empirer davantage, n'est-ce pas? Le président a promulgué tout récemment la loi sur les collectivités territoriales décentralisées, 501 articles. En quoi est-ce que ça va concerner? Il appartiendra maintenant à chaque région de jouer maintenant sa partition dans la construction nationale, c'est-à-dire les conseils régionaux, d'abord les conseils municipaux, qui encadrent déjà les écoles primaires à travers des bancs, des anciens qui sont pris en charge par la mairie. Les 360 mairies encadrent déjà les jeunes anciens dans nos écoles publiques et maternelles. Ils deviendront des enseignants vacataires. Deuxième chose maintenant, on y arrive donc. Alors les collectivités territoriales décentralisées vont en même temps autonomiser les jeunes employés qui vont notamment souhaiter des emplois au niveau des lycées techniques, par-ci, lycées agricoles comme à Yabassi ou encore les CES de part et d'autre. C'est les collectivités territoriales décentralisées qui vont jouer ce rôle sur le terrain. Le président a toute une vision tracée, les perspectives, et ça se concrétise au fur et à mesure. Les CTD vont donc récupérer ceux notamment qui ne seront pas admis à la fonction publique. Ils vont d'abord aménager le cadre d'accueil, parce qu'il y a des espaces où les professeurs de lycée n'arrivent même pas à avoir un logement. Donc les CTD vont contribuer déjà au plan local à prêter des infrastructures et la logistique pour accueillir déjà les enseignants qu'on envoie sur place. Il y a beaucoup de lycées dans certaines régions du pays où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'infrastructure pour accueillir les jeunes employés. Les CTD vont vous dire qu'ils n'ont pas de financement, ils attendent encore la dotation, moins de 3% des fonds alloués pour les CTD. 15%, je crois, 15%. C'est 15% prévu, mais jusqu'ici,
Les 15% n'ont pas encore été transférés et donc, si d'ici 2025, les mairies n'ont pas encore eu cette dotation financière budgétaire, il sera difficile justement... Non, les élites accompagnent déjà cette action sur le terrain. Je vois le ministre d'État Jacques Famdongo dans son village Kolando aménager des espaces où on a... C'est de l'altruisme, ce n'est pas obligatoire. C'est de la simple philanthropie. Non, c'est l'apport de tout un chacun dans la construction nationale. Chacun apporte sa contribution dans la construction nationale. Non pas de pistolet sur la tempe pour le faire. Non, pas nécessairement d'ailleurs. L'éducation reste un domaine régalien de l'État. Oui, il y a une conscientisation qui amène la plupart des élus à accompagner ce processus sur le terrain. Plusieurs élus déjà sur le terrain, je ne voyais pas les nommer tous sur le plateau, qui notamment prennent déjà l'initiative d'encadrer les ressources humaines, des compétences qu'on envoie dans ces localités pour pouvoir travailler. Nous allons marquer une pause en nous intéressant à 2 faits de société enregistrés cette semaine. À la suite des renseignements criminels, les fins limites de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest ont démantelé un groupe de 5 présumés kidnappeurs. Il s'agit d'un réseau de coupeurs de route à la base, spécialisé dans les enlèvements avec demande de rançon et qui n'hésitent pas à assassiner leurs victimes à la moindre résistance. L'un a été pris dans la Nassaboya, les autres ont été interpellés d'abord à Fumbold au niveau du Mont Bapit, ensuite à Bangou et enfin à Badenko. Ils sont des coupeurs de route. Donc, ils semaient la terreur du côté de Bangou, principalement dans le carrefour dit Carrefour Z. Et également, ils semaient la terreur du côté du nord-ouest, dans la localité de Mbiamé. Ils ont eu à prendre 2 honnêtes citoyens en otage et assassiner 2 autres. Après chaque braquage et embuscade, ils se dispersent aussitôt. Et c'est l'occasion pour nous de rassurer les populations que la police est à leur côté pour les servir, pour les protéger, et pour cela, nous sollicitons davantage leur collaboration. Les autres membres de ce groupe courent encore, mais pas pour longtemps, comme l'affirment les éléments de la police judiciaire. Ils brandissent leurs chaînes, des mois de détention pour les uns, des années pour les autres, amaigris par des privations et diètes forcées. 70 jeunes gens couverts de maladies de la peau, qui font chambre commune avec poux, urine et défécation. Nous sommes à l'école coranique Djangir des Mal dans l'Adi, au quartier Aoussa en Ngaoundéry. J'ai fait 1 mois enchaîné dans cette chambre sans voir le dehors. Je ne me suis pas lavé depuis que je suis arrivé ici. Il y a des tortures, plusieurs tortures. Il y a 4 morts, il y a eu 4 morts devant moi. Il fait 2 ans ici. Quand je suis sur place, dans des pots, on pisse dans des bouteilles. Le Coran est à côté. Sous prétexte que c'est la religion. Parmi les victimes, des enfants. Abdoulaye a 6 ans. Cela fait 3 mois qu'il a été interné ici, aux côtés d'ex-consommateurs de stupéfiants, des brigands, des tiers aux mœurs déviants. C'est ma marade qui m'a interné ici, après avoir fui l'école, pour rendre visite à mon oncle. C'est une école, mais les habitants du quartier y voient également un lieu de rééducation ou un centre correctionnel pour enfants en but à la délinquance. C'est l'une des tantes qui m'a amené ici, soit disant que je consommais des stupéfiants. Je prenais de l'alcool et je fumais. On m'a amené ici pour dire qu'on va me donner les remèdes. Pendant la descente des autorités, la foule observera une tentative de mouvement d'humeur au point où le gouverneur va sommer le chef du quartier de calmer les velléités de ses administrés. Il y a une autorisation spéciale que l'État a donnée à ce monsieur. Donc vous êtes en marge de la réglementation et les gens veulent en quelque gueuler. Mais ce n'est pas bon. Il ne faut pas amener les gens à utiliser la force. L'école coranique est connue de tous. Certaines autorités étaient déjà à cet endroit il y a 2 ans face aux mêmes récriminations. C'est une récidive malheureuse. Nous allons fermer cet espace jusqu'à nouvel avis. Les droits de l'homme sérieusement mis à mal dans ce quartier populaire de Ngaoundéry. On nous chicote avec les couloirs. Retour sur ce plateau, professeur Jean-Paul Biya, nous reparlons de ce sujet qui taraude les esprits. Alors, depuis l'an 2000, justement, nous parlions de la contractualisation de certains corps, que ce soit le personnel de la santé, de la médecine, de la communication. Il y a 2 statuts. Il y a ceux qui relèvent de la fonction publique et ceux qui sont contractualisés. Ils font tous le même boulot, mais sont payés à des degrés différents.
les contractuels, parfois, ont la moitié du salaire de ceux de la fonction publique, et ça crée des frustrations. Si jamais on repercute cela au niveau de l'enseignement, on aura des enseignants frustrés, et ce seront les enfants, les Camerounais de demain qui vont en payer le prix. Comment on corrige ça? Alors vous prenez un seul poste, c'est les médecins. J'ai pris les médecins, j'ai pris l'éducation de base, j'ai pris la communication. Non, la fonction publique a déjà à trois échelles déjà. Il y a des fonctionnaires, les contractuels et les agents de l'État. Alors quand on a un diplôme et qu'on postule vers un emploi, on sait déjà sur quel palier on doit pouvoir jouer. C'est à chacun maintenant de jouer sa partition. Bon, maintenant, en termes d'équilibre, maintenant, forcément, l'État joue un rôle de rééquilibrage, de justice sociale, de loger chacun à bon enseigne. Maintenant, alors ça s'améliore maintenant au fur et à mesure, selon que chacun, on peut partir d'une position de contractuel à une position de fonctionnaire. C'est-à-dire on peut vous contractualiser la fonction publique avec un master, une licence ou un master, vous contractualise, vous avez un salaire relativement moyen. Mais maintenant, si vous faites le concours d'entrée dans une grande école pour postuler maintenant vers un emploi, par exemple en 2022, forcément la qualification est meilleure. Si le fonctionnaire est qualifié par rapport au contractuel. Si nous prenons le cas de l'enseignement supérieur, ceux qui sortent de l'ENS et de l'ENSET par exemple, ceux qui ne seront pas intégrés par le canal du concours d'intégration. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Oui. Je vois beaucoup d'enseignants, de futurs enseignants. Ça a été une proposition. Les deux gouvernements ont fait des propositions. Exactement. Suivant la proposition qui a été faite. Oui. Si les candidats qui veulent intégrer la fonction publique ne passent pas le concours, pour le dire trivialement, ils espéreront le moyen du recrutement, qu'ils deviendront des contractuels. Voilà. Or, si nous prenons le cas de la santé, nous prenons le cas de l'éducation de base, ils exercent le même métier, ils sont soumis au même environnement professionnel, ils subissent les mêmes frustrations, sauf que ceux qui ont le statut de fonctionnaire touchent pratiquement le double de ce que perçoivent les contractuels. En transposant justement au niveau de l'éducation, quel rendement obtenir des enseignants frustrés, je parle davantage des enseignants contractualisés, frustrés, qui ont du mal à joindre les deux bouts, faisant le même travail que ceux de la fonction publique qui gagnent un peu plus qu'eux. Comment on résout ça? La fonction publique, c'est un sacerdoce. Il faut le comprendre dès le départ. La fonction publique est un sacerdoce. Ce n'est pas une sinécure. Ça devrait valoir pour tout le monde. Le sacerdoce devrait être suivi par tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais comment comprendre qu'il y a des gens qui travaillent et touchent des salaires de misère? La grille salariale des professeurs d'université n'est pas la même que celle des cadres dans une société d'État. Je ne vais pas les comparer sur ce plateau. Où vous dites qu'un assistant d'université, un chargé de cours, encore un maître de conférence gagne tel montant, et que lorsqu'on va à Camtel, ou on va à la CNPS, ou on va peut-être, c'est pas la SNH, on a tel salaire. C'est-à-dire à chacun de choisir l'espace où il veut bien se caser. Tout simplement. Mais il y a des injustices non, salariales. C'est une disparité salariale. C'est une disparité salariale en fonction notamment de la boîte qui vous emploie. C'est une disparité salariale. C'est une disparité salariale en fonction des espaces où on est casé. J'ai des collègues communicateurs qui sont directeurs de communication dans des barrages, qui gagnent 3 millions par mois, 2,5 millions par mois, alors qu'un journaliste dans un ministère ne gagne pas 300 000 francs par mois. Nous sommes dans le privé, nous restons dans la fonction publique. Non, c'est des choix, c'est des couloirs. C'est des couloirs, c'est un choix. C'est-à-dire on sort de l'ESTIC, on dit, bon, j'ai fait le concours d'entrée à la fonction publique pour aller gagner 170 000 francs par mois, ou alors je me fais recruter, par exemple, au barrage de Nachtigal et gagner 2 millions par mois, ou alors il y a un test de sélection à la CNPS où je pourrais gagner 400 000, à chacun de choisir. C'est cette disparité salariale que j'interroge. Ou voici les frustrés ne produisent pas le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Non, mais il appartient à l'employeur de sanctionner. C'est un choix qu'on fait. C'est-à-dire, quand on choisit d'aller à la fonction publique pour gagner 150 000, on s'attend également à 150 000 francs. Et maintenant, alors si vous ne travaillez pas, le responsable, l'inspecteur de service prend les mesures qui sont laissées, à savoir appliquer dans la norme, et on vous sanctionne. Eh bien, nous... Mais alors, maintenant, voilà pourquoi je vous fais comprendre qu'à la réalité, le ministère de l'Enseignement supérieur aujourd'hui a une triple vocation. On enseigne, on fait de l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. Mais bien plus, on est rentré dans un couloir de la professionnalisation et de l'employabilité. On amène le jeune maintenant à ne plus seulement avoir le regard tourné vers la fonction publique, mais à se préparer déjà à s'organiser par lui-même, à son niveau, c'est-à-dire à partir de mes compétences et à partir des compétences des autres collègues, on mutualise nos efforts et on met en place une entreprise. Et maintenant, des structures sont là pour accompagner ce processus.
D'abord, pour ce qui est des centres d'incubation d'entreprise, des fonds émanent du ministère des PME. Par exemple, le ministre Achille Basekin, à la suite du professeur Etudingwa Laurent Serge, apporte déjà un appui pour les centres d'incubation. C'est le cas ici à Douala avec les SEC de Douala, chez le professeur Tamokwe, ou encore le professeur Steve Martin Mwangue à l'école polytechnique de Douala, qui reçoivent déjà des fonds pour incuber des jeunes qui se préparent déjà à aller sur le terrain de l'emploi. Si on attend des salaires de la fonction publique pour construire une vie, c'est relativement faible. Professeur Jean-Paul Mbia, oui. De façon inéluctable, oui. Il y aura un grossissement de la demande du côté des établissements d'enseignement privé, des collèges privés. Et qu'est-ce qui est fait justement pour amener les promoteurs des établissements d'enseignement privé à proposer des salaires conséquents, des salaires qui leur permettent d'avoir un peu de souris, d'avoir un peu de vie et faire bien leur travail? Non, là, ça reste encore après. C'est un aspect qui est apprécié par les ministres en place, la convention collective, revoir les salaires, l'environnement. Et c'est que la plupart attendent les subventions de l'État à ce niveau-là. Je ne peux pas vous prononcer ici, je n'en sais pas plus que cela. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est un problème financier de budget, que l'État n'a plus d'argent? Le budget, la réalité, le budget est conçu de manière à pouvoir satisfaire à la demande sociale. Les inputs, la boîte noire fait le traitement et puis maintenant on a des outputs. Mais en même temps, l'État affiche déjà un essoufflement. Ouais. La demande faite, notamment la réunion qui s'est tenue entre les deux ministères, qui a réuni les deux membres du gouvernement, le ministre de la fonction publique, la ressource administrative, et le ministre d'État à l'enseignement supérieur. C'est une demande de l'État qui prépare déjà l'opinion à ce qu'il y ait un essoufflement financier de la part de l'État qui n'arrive plus à satisfaire à toute la demande sociale. Parce qu'un ministère comme le ministère des Finances ne gère que la solde. C'est-à-dire les demandes viennent de partout, de toute la République. On se demande comment est-ce que le ministre des Finances parvient notamment à satisfaire toutes ces demandes. Et les unes après les autres. Et puis regardez à peu près la massification, regardez à peu près l'état des lieux de l'insécurité grandissante. Il faut réagir à cette insécurité qui empêche le développement endogène. Avec la SND 30, professeur Jean-Paul Mbia, on promet un lendemain glorieux. Avec toutes les mesures, toutes les batteries de mesures qui sont prises, comment comprendre qu'on commence à rétrécir le budget, à revoir les recrutements au niveau de la fonction publique pour ce qui est des enseignants, puisque vous avez parlé d'un essoufflement budgétaire. La SND 30 ne serait peut-être qu'un mirage comme... Non, ce n'est pas un mirage. Regardez le cas de Kiosé aujourd'hui. Le barrage de Mainville alimente déjà Kiosé. Parce que pour décoller dans le contexte actuel, il faut de l'énergie électrique. Alors, cette énergie électrique, maintenant, les barrages, on a déjà un premier résultat. Le barrage de Mainville est déjà disponible et permet d'alimenter toute la partie sud du pays, avec évidemment une extension vers la frontière du Gabon et vers Bibéine en Guinée équatoriale. Donc, des initiatives sont prises dans ce sens. Il faut attendre les résultats. Ça devrait rejaillir sur tous les corps de métier. Tout à fait, tout à fait. Mais l'enseignement, les enseignants ne seront plus intégrés systématiquement parce qu'il y a un essoufflement budgétaire. Dans les campus universitaires, madame Naoussi, dans les campus universitaires, la bande passante par exemple, dans les universités d'État, les 11 universités d'État aujourd'hui, et parce que les 400 universités privées, 400 instituts d'enseignement supérieur qui accompagnent l'État, reçoivent déjà un appui substantiel de la part de l'État. D'abord de les 500 000 ordinateurs qui préparent déjà le terrain vers le développement, vers les jeunes qui doivent s'approprier cette formation, à savoir la cyberformation. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus seulement sur le cadre physique, il y a également le cyberespace aujourd'hui qui interpelle les jeunes en termes de cadre de formation, de la création des start-up. Je connais beaucoup d'étudiants qui font du commerce électronique, c'est-à-dire ils achètent par exemple du kabangondo. E-commerce. Ils achètent du e-commerce, ils achètent du kabangondo, ils revendent par exemple au Venezuela, au Brésil, en Australie à partir du commerce électronique et gagnent beaucoup d'argent et financent leurs études en Europe. Beaucoup de jeunes étudiants camerounais en Europe, en Amérique et même en Asie aujourd'hui, à partir du e-learning, à partir du e-commerce, avaient maintenant à se déployer. C'est vers là que nous allons aujourd'hui. C'est vers là que nous sommes partis pour l'université de troisième génération. Pour ne pas nous éloigner du sujet, oui. Ceux qui font acte de candidature à l'école normale supérieure ou à l'école normale supérieure d'enseignement technique visent une sorte de sécurité en matière d'emploi. La mesure, si jamais, on est toujours dans les propositions, si jamais elle est acceptée, ça suppose que l'ENS ne recevra plus autant de candidats. C'était quand même une garantie d'emploi pour un contexte marqué par un taux de chômage. Madame Naoussi, je vais vous surprendre. Le mois Aïssab, le ministre d'État a refusé d'envoyer ses enfants dans les écoles normales supérieures. Aucun enfant du ministre d'État n'a fait le concours d'entrée, ni à l'école normale supérieure, ni à l'ENSET. Nulle part. Pourquoi? Ils n'a envoyé aucun, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? La plupart des étudiants, c'est de ces enfants, les deux derniers que je connais très bien, ils ont planté le concours de Polytechnique avec les bacs A.
sa dernière fille et son dernier garçon ont tenté concours de Polytechnique pour aller se former aux humanités numériques. Parce que l'école polytechnique forme des ingénieurs. L'avenir d'un pays, c'est les ingénieurs et les techniciens. C'est un peu moins les professeurs des lycées. Les ingénieurs, les polytechniciens, les techniciens également permettent, mais à partir de là maintenant, on peut créer des initiatives, des espaces économiques. Quand vous regardez par exemple les pays de la zone anglophone, le Nord, le Nigeria, le Ghana ou encore le Kenya, c'est à partir des Bac plus 2. Quand vous regardez l'Europe, c'est les Bac plus 2, les BTS et les DUT qui ont conçu l'Europe. Regardez, l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest ont été conçus par ça. Alors c'est vers là que nous demande d'aller le ministre d'État aujourd'hui à travers ces formations où il insiste sur les écoles polytechniques. Il y en a déjà 4. Et puis donc au total près de 15 écoles supérieures de formation des techniciens et des ingénieurs. Donc pour nous formons maintenant 50 000 diplômés par an, dont 15 000 proviennent notamment des écoles techniques et technologiques aujourd'hui. C'est vers là maintenant qu'on voudrait orienter les compétences, les intelligences vers le know-how. Que sais-tu faire? Tu as appris ceci, une massification des connaissances, oui, mais est-ce que c'est une connaissance pratique? Est-ce que c'est une connaissance compétitive? Il y a des nouveaux curricula dans ce sens. De nouveaux curricula dans ce sens. Et maintenant, les lettres ne sont pas en reste parce qu'à il faut regarder de près, ça dit que le jeune qui fait les lettres n'est pas marginalisé ou écarté ou exclu ou atrophié, pas du tout. Le jeune des lettres maintenant, on le forme également aux arts numériques, aux humanités numériques, l'écriture d'un scénario par exemple, du film. Ils les vendent en Hollywood, ils les vendent à Bollywood, ils exportent. Donc je pense qu'à ce niveau, je crois que l'université aujourd'hui est dans un aggiornamento, c'est-à-dire un renouveau qui nous permet maintenant de rester positif et de regarder avec une certitude et une évidence. Eh bien, professeur Jean-Paul Biya, nous allons nous intéresser à tout à fait autre chose. 26 mai 1990, 26 mai 2022, 32 ans que dure le règne du parti SDF dans l'arène politique au Cameroun. Je vous propose d'ailleurs cette série de reportages qui refait le parcours des noces de cuivre de ce parti de Nidjan Frondi et surtout la manière dont il se projette à l'avenir. Ils l'ont appelé la marche pour la réconciliation et la relance du parti. Le Social Democratic Front souhaite se réinventer. C'est un impératif. Les militants demandent au sommet de se remettre en cause parce que c'est une affaire d'abord de sommet. Donc, et maintenant, il faut appliquer les statuts, il faut refinancer le parti, il faut donner du matériel aux uns aux autres. Parole à la base à l'occasion de la célébration des 32 ans du SDF. Militants hommes, femmes et jeunes appelés chacun à vider ses tripes. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Chaque militant du SDF a un intérêt. Donc, c'est pour maintenant la hiérarchie, les responsables de canaliser ces intérêts-là. Le centre est une région déterminée. C'est devenu une région aujourd'hui, comme je peux dire, une épaule forte de notre parti. Le parti en général et la région du centre en particulier est reconnaissante envers certains militants. 15 d'entre eux reçoivent ici des certificats. Une série sur le gâteau d'anniversaire du parti de la Balance, créée par Nidjan Frondi, le 26 mai 1990 à Bamenda. Lorsque naît le SDF le 26 mai 1990, les analystes le présentent comme la première opposition sous le renouveau porté par le RDPC au pouvoir jusqu'à date. En 1992, par exemple, lors de l'élection présidentielle, on estime que c'est le leader du SDF qui avait gagné. Donc le SDF, c'est un très grand parti politique. Bien que le Social Democratic Front ait marqué le pays en termes d'animation de la vie politique et des représentations des opinions des militants, le parti de la Balance s'est effrité durant ces 32 années. Avec les départs de quelques élites ou du moins de quelques personnalités fortes de ce parti, aujourd'hui, avec les mésententes, par exemple, entre Nietzsche et Joshua, toutes ces mésententes ont pratiquement fragilisé la force politique du SDF. En plus de nouvelles formations politiques qui ont rejoint l'arène, avec la fougue du tout nouveau, tout beau, il y a des guerres internes au sein du SDF qui ont fini par déteindre sur la représentativité du parti. À ses débuts, le SDF avait beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Mais aux dernières élections législatives de février 2020, le SDF s'en est sorti avec 5 députés sur 180. C'est très peu. Parce que lorsque vous êtes un parti politique d'opposition, vous devez non seulement être représentatif, c'est-à-dire vos militants doivent se reconnaître en vous, ils doivent adhérer
aux idées que vous défendez et également à votre projet de vie. Mais si vous n'êtes pas assez représentatif, alors là, ça pose quelques problèmes en termes d'influence réelle de la vie politique. Parce que les militants d'un parti politique adhèrent à un parti parce qu'ils ont aussi des objectifs, ils ont des intérêts. Au moment où le SDF célèbre ses noces de cuivre, les esprits éclairés recommandent un toilettage pour se maintenir à flot. Nigel Fondi doit penser à une retraite politique totale. Il organise de manière transparente une élection à la tête du SDF où peut-être on aura les nouvelles figures. On ne va pas forcément retrouver Nietzsche ou Joshua aussi. On peut retrouver d'autres nouvelles figures qui ont envie de donner une autre coloration à cette portée. Plus que 2 ans et demi pour refaire SAMU, car les élections de 2025 pointent à l'horizon. Occasion d'une remobilisation autour de l'idéal du sofa don't finish et du power to the people. La vision du bien-être pour tous. Professeur Jean-Paul Biya, vous, militant du RDPC, parti au pouvoir, comment vous appréhendez cette décrépitude de ce parti qui, dans les années 90, était à 2 doigts de vous arracher la couronne? Non, je pense que le SDF a eu un problème de renouvellement du personnel politique, d'abord à l'intérieur. De 2, maintenant, il y a eu un affaiblissement de l'implantation territoriale d'un parti. Parce qu'on doit pouvoir retrouver un parti dans tous les villages d'une république et dans tous les quartiers d'une ville. La représentation au plan territorial. Parce que, par exemple, il faut contrôler le vote. Troisième chose maintenant, la vision d'un parti politique. Parce que le LPC se retrouve aujourd'hui sans contre-pouvoir. Donc je pense à ce niveau, le SDF, effectivement, gagne maintenant. Et puis les déchirures internes au cadre du parti, ça a contribué notamment à fragiliser et à faire sortir beaucoup de militants qui ont émigré ailleurs, qui sont devenus des transfuges dans d'autres partis politiques. Alors, parmi les slogans des années glorieuses du SDF, il y avait du Paul Biya Mosgo. Aujourd'hui, les 2 leaders peuvent se parler très amicalement. Que répondez-vous à ceux qui pensent à cette opinion qui soutient Mordicus, que le RDPC a inféodé le SDF pour mieux le diviser, pour mieux le fragiliser? Non, on n'accuse pas un adversaire, on s'accuse soi-même. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire une introspection. Il faut faire une introspection. Et de 2, maintenant, un parti maintenant a le temps de faire des congrès pour faire un bilan intérieur, un bilan de sa vie intérieure et de son fonctionnement. Et maintenant, les différentes institutions, on les renouvelle, on les régénère. On trace maintenant une nouvelle vision de l'intérieur. Avant d'aller maintenant dans une compétition électorale, on se prépare de l'intérieur. Il y a une évolution, comme le dit Daniel Garcia. Donc je pense à cet effet, le SDF mérite simplement à revoir le fonctionnement interne, mais surtout l'implantation du parti. Et après, maintenant, on ne vit pas seulement de politique. Que mangent les militants du SDF? Quel est son intérêt? Qui l'alimente? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui également. C'est-à-dire qui l'alimente? Parce que la plupart des hommes d'affaires rejoignent le RDPC parce qu'on veut des assurances, on veut des garanties. J'ai mené il y a 15 ans une enquête sociologique dans un quartier de la ville de Mbalmayo, qui est ma ville natale, dans le quartier appelé communément le quartier Aoussa. Alors nous étions en 1992, le président Bello y était passé 2 semaines avant le scrutin du 11 octobre 1992 pour battre campagne. Effectivement, il a payé la plupart de ses frais dans le continuum UNDP et le Grand Nord musulman. Alors, le jour du vote, tout l'électorat a basculé pour le RDPC et a voté, a tourné le dos à l'UNDP. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui explique cela? Ils m'ont dit, la plupart des personnes interviewées m'ont dit, nous avons préféré le RDPC parce que le président Biya nous assure, nous donne une garantie avec la paix sociale. Et cette paix sociale nous permet de mener à bien nos activités économiques. Nous sommes des commerçants, des vendeurs de bœufs, des vendeurs de produits. Ventre affamé n'a point d'oreille. Si c'était une politique, si on est dans un contexte de paupérisation aggravée au point où, avec soit une boîte de sardines ou un pain, comme on a vu ça et là, on peut acheter les consciences. Pensez-vous que ce soit une adhésion de plein cœur, d'amour, d'émotion, de volonté profonde? Non, je pense que le mérite du président Biya est d'avoir réussi à mener au Cameroun, à instaurer au Cameroun une paix d'adhésion et de conviction, et non une paix d'imposition.
que chacun se sente à l'aise et puisse mener ses activités dans notre République. Je l'ai davantage compris quand j'ai lu son ouvrage pour le libéralisme communautaire dans sa réédition de septembre 2018, à la veille du scrutin de la dernière élection présidentielle, où le président fait savoir que la justice sociale sera totale au Cameroun lorsque le fils du pauvre et le fils du riche pourront s'asseoir dans une même salle de classe et recevoir les mêmes enseignements. Ça, c'est la justice sociale. Dans un contexte de vie chère et d'inflation permanente, grandissante, de chômage endémique, pensez-vous qu'on soit toujours autant amoureux de celui qui paraît, entre guillemets, comme le bourreau? Je parle du politique. Je parle du cadre, du RDPC, justement, qui est au pouvoir. C'est-à-dire que c'est lui qui affame les populations, le cadre du RDPC affame les populations. Je pense, puisque c'est le RDPC qui est au pouvoir. Pensez-vous qu'avec le chômage ambiant, les jeunes qui fréquentent, qui n'ont pas d'emploi, la vie chère, on a du mal à pouvoir se nourrir, le panier de la ménagère qui est difficile à pouvoir être rempli. Nous sommes dans un cadre, nous sommes sur un contexte de libéralisation économique, Madame Monique, et puis maintenant, la vie internationale, elle est ouverte. Mais maintenant, regardez de très près la politique sociale du président de la République. Je vous l'ai dit, combien coûte une inscription au lycée Dios? C'est à peine 30 000 francs. Allez demander dans d'autres pays, allez demander ailleurs. Et les frais d'APE? Les frais d'APE, ça coûte combien? C'est très peu. 25 000 francs. 25 000 francs. Finalement, ce n'est plus aussi... Pour une année scolaire. Pour le lycée, on s'achemine vers 60 000 francs. C'est pas cher payé. À l'université, c'est 50 000 francs. Dans combien d'universités est-ce qu'on paye 50 000 francs? Bon, on ne va pas forcément faire une comparaison parce que 2 fois 2 ne font 4, que selon le SMIC reste à 36 000 francs au Cameroun. Tout à fait. Non, le SMIC n'est que... C'est virtuel en réalité. Personne ne gagne 36 000 francs. Dans les entreprises, il y a au moins 60 000 francs, 80 000, voire 100 000, et ainsi de suite. Les gens gagnent un peu plus quand même. Mais c'est une base relativement indicative. Mais les gens gagnent largement plus que cela. Les gens gagnent 1 million par mois, les gens gagnent 500 000, les gens gagnent 800 000. Et redistribuent, c'est ce qu'il faut se féliciter par rapport à cela. L'État fait l'effort de maintenir la sécurité pour tout le monde, sécurité territoriale, sécurité également des populations et des biens, un effort qui est fait dans ce sens. Quand on parle de sécurité, professeur Jean-Paul Biya, je ne vous apprends rien dans la théorie de Maslow. Les besoins primaires, ce n'est pas la sécurité, c'est pouvoir manger, c'est pouvoir se soigner, c'est pouvoir dormir. S'il y a des milliers de Camerounais qui vivent avec moins d'$1 par jour, plus de la moitié de la population, on ne va pas dire que tout baigne. Madame Naossi, s'il n'y avait pas de sécurité ici à Douala, est-ce que cette émission aurait lieu? On ne tire pas sur la sécurité, on ne dit pas qu'elle n'est pas importante. Oui, tout à fait. On ne dit pas qu'elle est importante. Oui. Mais dans la hiérarchie des besoins, il y a des milliers de Camerounais qui n'arrivent pas à se nourrir au quotidien, se nourrir convenablement. On ne va pas dire que tout va bien. Non, se nourrir convenablement, c'est relatif parce que chacun fait ses choix alimentaires, fait ses choix d'habillement. Avec moins d'$1 par jour, on a le choix de manger ce qu'on veut. Fait ses choix d'habitation. Chacun fait ses choix en fonction de ses revenus. C'est un choix. Ce n'est pas le RDPC qui va forcément construire toutes les maisons pour tout le monde. Non, je pense qu'il faut reconnaître les avancées considérables du RDPC depuis 1985 à Bamenda jusqu'en 2022 aujourd'hui. Le parcours est largement positif sur tous les secteurs d'activité. Je suis prêt à rencontrer notamment un adversaire là-dessus pour qu'on fasse une évaluation état par état. On a tous les chiffres. On est prêt à les affronter à quelque niveau que ce soit. On est très souvent en campagne contre eux, avec des bilans de campagne. On vous demande quelle est la politique alternative que propose par exemple l'opposition dans l'un ou l'autre secteur. Prenons le cas de la santé par exemple. Qu'est-ce qu'ils proposent? Voilà les hôpitaux. On est en train d'inaugurer un peu partout. Dans toutes les régions maintenant, il y a de grands centres. Et bien la dialyse, ainsi de suite. Des initiatives immenses sont faites. Voilà les 8 stades qui ont été conçus, Madame Monique Naossi. Est-ce que l'opinion qui nous suit, c'est que les 8 stades conçus par le président dans le cadre de la CAN, qui a débuté le 9 janvier et s'est arrêté le 6 février. Ces stades n'étaient pas seulement pour la CAN. Quand on me dit maintenant ce sont des éléphants blancs, non, ce ne sont pas des éléphants blancs. Les stades ont été construits pour regarder 2030. Et si ces réalisations ne se font que par des endettements permanents et constants? 2030, c'est parce qu'on peut organiser la Coupe du Monde 2030 en liaison avec le Nigeria qui est à côté. Jean-Paul Biya, si ces réalisations se font de façon constante par des emprunts, des endettements, ça suppose que plus tard, les générations futures auront à rembourser, auront à subir ces endettements-là quand même. Il faut voir le taux d'intérêt déjà d'un endettement avant de l'évaluer. Et de 2, maintenant, à qui est-ce qu'on prête de l'argent? On prête à tout le monde. Vous faites des prêts à tout le monde, Madame Naossi, dans votre quartier, dans votre maison. Vous ne prêtez qu'à celui dont on est sûr qu'il va rembourser, dont les ressources permettent de pouvoir rembourser. Si vous me faites un prêt d'1 million, vous me dites, alors monsieur Biya gagne combien par mois? Gagne-t-il 700 000, 800 000, 1 million? Au moins, je donne de l'argent, par exemple. Il y a le taux d'intérêt également qu'il faut regarder. Merci beaucoup, Jean-Paul Biya. Bien, nous allons nous intéresser à la santé également. La variole de singe qui fait surface au Cameroun et les
cas de résurgence de choléra à Bafoussam. Période de singe, 5 décès pour 25 cas déjà enregistrés au Cameroun en date du 22 février 2022, selon le dernier rapport de l'OMS. Cette zoonose virale existe en 2 souches ouest africaines et centrafricaines. Les premiers symptômes sont la fièvre, les maux de tête, les gonflements, les douleurs dorsales et l'apathie générale. Une fois la fièvre tombée, une éruption cutanée peut se développer. L'infection disparaît généralement d'elle-même et dure entre 14 et 21 jours. Elle peut également entraîner la mort. Les personnes les plus à risque sont celles qui ont eu un contact physique étroit avec une personne atteinte. Ça peut être à travers des lésions, des liquides organiques, des gouttelettes respiratoires et des matériaux contaminés comme la litérie. Également, la consommation de viande pas suffisamment cuite et d'autres produits d'origine animale provenant d'animaux infectés est un facteur de risque. Le Cameroun étant un pays endémique, tout comme ses voisins, il n'est pas à l'abri de l'exportation de nouveaux cas. Pour le moment, chacun devrait faire ce qu'il faut pour se protéger. Une nouvelle épidémie de choléra sévit dans la région de l'Ouest. En fait, depuis le 18 de ce mois, du mois de mai 2022, 5 cas de choléra hospitalisés, cas suspects bien sûr de choléra hospitalisés à l'hôpital régional, ont été confirmés positifs par le laboratoire national de santé publique. Actuellement, nous avons 19 cas, tous localisés dans le district de santé de la MIFI, dans 7 aires de santé. Aussitôt, plusieurs actions fortes ont été prises tant par les responsables sanitaires que les populations pour contenir l'épidémie, maîtriser son expansion. Les oranges, on le lave normalement avant de l'installer, certainement propre, et on le dépose à chaud, sur une plate bien précise, pour le vendre comme vous le voyez. Nous mettons d'abord sur les étagères, et au besoin, si un client veut sucer sur place, il faut un seau d'eau, on lave le fruit et puis on lui donne et suce. Donc nous-mêmes les vendeuses, mettre l'hygiène à nos côtés. Quand ta voisine essaie d'entasser un lot de saleté, tu lui dis que non, ce n'est pas hygiénique, il faut qu'on puisse ramasser pour envoyer dans la barre aux yeux. Nous avons organisé d'abord la prise en charge de ces cas à travers 2 sites, l'hôpital régional de Bafoussam, le site de l'hôpital régional de Bafoussam et le site de l'AFE. Nous procédons à la désinfection des milieux, nous inspectons les latrines, nous inspectons les points d'eau, comment ces personnes, quel type d'eau ils utilisent. Et avec l'appui des agences de santé communautaires, nous sensibilisons sur la potabilisation de l'eau. Le choléra est une maladie de la saleté. Les différents responsables sensibilisent les populations sur les mesures d'hygiène, la potabilité de l'eau, le lavage des fruits avec de l'eau abondante et coulante avant de les consommer, le réchauffement des repas, la propreté. Tous les cas diagnostiqués positifs sont pris en charge gratuitement dans les 2 sites. Le choléra se porte bien à Bafoussam. On parle de la maladie de la saleté dans un environnement où l'accès à l'eau potable est hypothétique. Il est normal que cette maladie revienne tout le temps. Non, il appartient aux responsables de santé publique de mener des campagnes d'hygiène dans les quartiers de sensibilisation. Il faut déjà avoir accès à de l'eau potable. Non, il faut dire que les responsables descendent sur le terrain. On peut creuser des puits. On peut avoir des mini-forages dans les quartiers. Ça demande de l'argent. Dans mon village, il y a des forages, il y a des puits que des villageois creusent, par exemple, pour exploiter de l'eau. Il y a ça au moins. Même dans nos quartiers à Yaoundé, par exemple, il faut dire que les responsables de santé publique fassent des campagnes de descente sur le terrain pour savoir la distance entre la cuisine, entre la maison, la cuisine et puis peut-être les latrines. Ça se trouve à quelle distance? C'est autant de choses élémentaires. Il y a une belle époque où il y avait des bonnes fontaines partout, l'eau était gratuite. Oui. Vous comprenez que le renouveau a du travail. Oui, je crois. Mais cependant, il faudra se féliciter de ce que la plupart sont formés et doivent descendre sur le terrain. Et que les collectivités territoriales décentralisées, les communes et les régions vont faire le travail de terrain. Ils attendent de l'argent. Ils vont prendre le relais. C'est ce que nous entendons de part et d'autre. On a besoin des sous pour creuser des latrines, pour creuser des forages. Eh bien, si on vous demandait de faire un poème à votre mère en 2 vers, que diriez-vous?
Ma mère, je l'ai perdue il y a 8 ans. Dès là où elle vous regarde. Elle me regarde. Donc, c'est une femme à qui je dois mon éducation et surtout le respect de la femme. Et de toi maintenant, c'était une protectrice, un bouclier. Évidemment que son âme repose en paix. Eh bien, c'est la journée de la mère. C'était l'occasion de penser à votre mère, vous qui avez perdu vos mamans. Vous pouvez leur adresser un poème, comme c'est le cas dans ce reportage que nous vous proposons. Joyeux les fêtes des mères, c'est pas le message que je peux envoyer à ma mère, que vraiment qu'elle soit dans ce bon état. Et je remercie le Seigneur pour vraiment veiller sur sa vie. En mode répétition pour la fête des mères, chacun veut exprimer son amour de la plus belle des manières. Certains en chanson. Merci maman, merci, merci. D'autres par de jolis poèmes. Maman, tu es très bien, maman. Maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te remercie, maman. Tu as toujours été auprès de moi. Tu m'as gardé, tu m'as soutenu. Tu as tout fait pour moi, maman. Je te dis merci. Hommage à toutes les mamans ce dimanche 29 mai. Donneuses de vie, éducatrices, conseillères, tous ont plus d'une raison d'aimer maman. Elle m'a supporté depuis son sein. Elle a supporté toutes les peines là. Elle a supporté jusqu'à l'accouchement. Depuis mon enfance, mon adolescence, dans ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, elle continue toujours à me supporter. Elle m'aime tellement, je suis l'unique. J'aime ma mère de ce qu'elle me fait de manière parce que quand j'ai besoin d'elle, elle me donne tout ce que je veux. Beaucoup, vraiment, je l'aime beaucoup. Je suis contente d'être avec elle aujourd'hui. Elle m'a élevé, elle a fait de moi un homme. Que Dieu lui donne encore longue vie. Rendez-vous dans 2050. Comme tous les derniers dimanches du mois de mai au Cameroun, les mères sont une fois de plus à l'honneur. La journée s'annonce riche en émotions et surtout beaucoup de chaleur dans les familles. Tu aimes ta mère, c'est la force. Une fois n'est pas coutume, si je vous donnais à dire bonne fête des mères à 2-3 personnes. Non, je pense à ma défunte tante, Madame Api Marguerite, qui est couchée à Bana, Carrefour Tenchio, depuis le 2 février 1997. Je pense également à Madame Anne-Marceline Bala Ekoa, qui est ici à Douala, qui est la fondatrice de l'école Le Petit Monde, ici à New Deido. Évidemment, je pense également à d'autres mamans, par exemple à Yaoundé. J'ai la veuve à mon père, Madame Otuakwa Isabelle, qui est la mère de mes petites sœurs, j'en ai 6. C'est une chance, c'est une grâce. Donc je remercie ces mamans qui ont bercé la vie de notre jeunesse et puis notre vie actuelle, dont on leur doit beaucoup. Et je comprends très bien ce que disait Deng Xiaoping, à savoir que la femme est la moitié du ciel. Mais en même temps, je querelle aussi Françoise Giroud, qui a dit qu'il y aura égalité parfaite lorsque, à une fonction importante, on nommera une femme incompétente, parce que les femmes contestent toujours tout ce que les hommes essaient de faire de part et d'autre, même s'il y en a qui sont déjà premiers ministres. Alors moi, je dirais spécialement bonne fête, maman Kanye Marie, qui nous regarde sous le ciel de Bafoussam, maman Clotilde, qui nous regarde à Douala, et Thérèse Kwakam, qui nous regarde à Bonabéry. Nous allons sortir par l'information sportive, qualification Cannes 2023. La liste finale de Rigobertson est connue. Marche-Famo. Voici les 2 joueurs qui seront l'attraction principale du prochain regroupement des Lions Indomptables. Christopher Waugh, défenseur central de 20 ans, évoluant au RC Lens en France, et l'attaquant de 27 ans du Beşiktaş Istanbul en Turquie, Georges Kevin Koudou. Les 2 binationaux connaissent leur première convocation et vont peut-être contre le Burundi avoir leur première sélection avec le maillot des Lions Indomptables. Si Christopher Waugh a tout de suite cédé aux Sirènes du Cameroun, ce n'est pas le cas d'Nkoudou qui a dû patienter 6 ans pour se décider après plusieurs refus. Pour le reste de la liste, c'est du déjà vu. Rigobertson a de nouveau fait confiance aux 3 mêmes gardiens, Onana, Epassi et Omosola.
8 défenseurs, dont les présences interrogatives de Mbaizo, qui n'a joué que 4 matchs en club depuis la CAN, et Duplex Chamba. 6 milieux de terrain, avec le retour de Franz Zambo Anguissa, dont le club NAP a décidé de lever l'option d'achat de 15 millions d'euros. 8 attaquants, Vincent Aboubaka, Choupo-Moting et autres Tawamba sont dans la liste. Au registre des grands absents, Jean Onana, le milieu de terrain de Bordeaux, qui vient pourtant d'être renommé dans l'équipe type des révélations la saison en France, est absent de la liste. Tout comme l'attaquant de Metz, qui a longtemps retardé la relégation de son club grâce à ses buts, Didier Lankelze. Et que dire de Mbela Etouga, d'Ashanti Kotoko, qui explose de tout au Ghana avec 19 buts, meilleur scoreur de tous les attaquants présents sur la liste. Pas de locaux également, malgré un stage de 5 jours. Mais qui, pour expliquer? La conférence de presse de Rigobertson prévue à cet effet a été annulée à la dernière minute. La nature ayant horreur du vide, c'est chaque Camerounais qui va de son interprétation de la liste. Pour rappel, les Lions indomptables disputeront un match amical le 4 juin prochain face à la sélection locale, puis affronteront le Burundi dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Eh bien, nous parvenons au terme de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres durant ce récapitulatif de la semaine. Merci au professeur Jean-Paul Mbia, journaliste universitaire, conseiller technique numéro 1 au ministère de l'Enseignement supérieur. Eh bien, le sujet majeur de cette édition était la proposition faite par 2 ministères, à savoir celui de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministère de l'Enseignement supérieur, qui voudrait que désormais l'intégration à la fonction publique ne soit plus systématique pour ce qui est des étudiants ou élèves de l'ENS et de l'ENSET au terme de leur formation. Jean-Paul Mbia, professeur, merci d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir invité, merci. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas le rendez-vous pour ce qui est justement de la rediffusion. C'est demain 9h lundi. Dimanche prochain, c'est un autre rendez-vous avec le même plaisir. Je serai des vôtres par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et à bientôt.